Alors bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux ce matin. Je suis Audrey Tranchandon, et j'ai le plaisir d'animer Gessina Lab. Alors Gessina Lab, c'est le club de réflexion de Gessina, plus particulièrement consacré au dialogue, avec ses parties prenantes sur les thématiques de RSE et d'innovation. Alors avant de venir vous retrouver ce matin dans cet auditorium, j'ai regardé les noms sur la liste d'émargement. Et sur cette liste, j'y ai reconnu des noms de personnes qui sont déjà venues à nos événements Gessina Lab. Je tenais donc à vous remercier sincèrement de votre fidélité à nos événements. Et tout au long de cette année 2015, nous nous sommes efforcés de vous proposer des sujets d'actualité qui nous ont forcés à réfléchir ensemble et d'éclairer nos métiers. Il y a encore quelques semaines, nous avons eu le plaisir d'accueillir Christian Depertuis, un économiste, qui nous a éclairé sur les enjeux de la COP21, un sujet qui est éminemment d'actualité et important. Alors aujourd'hui, pour cette septième et dernière conférence de l'année pour Gessina Lab, nous voulions échanger avec vous sur des notions de coworking, de tiers-lieux, de transversalité, de management 3.0 ou encore de sérendipité. Donc pour partager avec vous toutes ces notions sur le bureau de demain, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Marsloff, qui est sociologue et spécialiste de la mobilité, que j'accueille sur scène, et qui nous fera un exposé de 15 minutes sur les évolutions des modes de travail liés aux problématiques de mobilité. Puis autour de notre table ronde, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Nathanaël Mathieu, président de LBMG Work Lab, une start-up spécialisée dans la conception d'espaces de travail innovants. Violaine Pénicaud, directeur des opérations d'Oracle. Et enfin Bernard Michel, président de Gessina. Ces débats sur l'innovation en entreprise seront animés par Gaël Thomas, directeur en chef de Businessimo. Et enfin, pour conclure cette conférence, il y aura une séance de questions-réponses de 15 minutes. Cette séance de questions-réponses, nous l'avons voulu très interactive entre vous et nos intervenants. Pour cela, on a mis en place une web application. Alors vous avez dû voir à l'entrée de l'auditorium un petit flyer qui reprend les instructions pour vous y connecter. C'est très simple. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Les questions qui seront le plus likées seront posées en fin de conférence à nos intervenants. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Bruno Marsloff pour son exposé sur les évolutions des modes de travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Audrey. Alors plutôt qu'un exposé, on va essayer de scénariser en question Bruno Marsloff autour de la mobilité. Dans ce thème de la conférence qui est réinventer l'immeuble de demain, c'est aujourd'hui. Alors je pense que c'est un sujet sans fin, donc c'est très bien puisque ça va alimenter beaucoup de débats et beaucoup de travaux ici. Je voudrais qu'on analyse la mobilité sous 4 angles, sous l'angle de l'espace, la mobilité dans le temps, la mobilité dans les esprits, et puis qu'on arrive enfin à la mobilité dans l'immeuble. Commençons peut-être par la mobilité dans l'espace, et notamment sur ces fameux tiers-lieux, ces fameux coworking. Vous dites que la problématique de la mobilité est à l'amorce de ce mouvement des tiers-lieux. Selon vous, la délocalisation des lieux de travail répond-elle davantage à une thrombose des transports en commun, ou des transports tout court, à Paris notamment et dans les grandes métropoles européennes, ou est-ce qu'elle préfigure peut-être une nouvelle conception des modes de travail ? Bonjour. Je suis arrivé à ces problématiques de travail en passant par la case mobilité, puisque notre cabinet et le groupe Chronos, qui est un think tank qui rassemble un certain nombre de grands comptes et d'acteurs publics, en fait, réfléchit autour de la mobilité. Et cette mobilité, en fait, nous a fait très vite percuter sur la problématique travail. En fait, il y a une double interrogation que vous posez. Il y a la question de la mobilité et celle qui se masque derrière de la transformation du travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au cours des 50 dernières années, la massification de la voiture, les écartèlements domicile-travail, l'étalement urbain ont conduit en effet à ce que vous appelez les thromboses. Thromboses qui ont d'abord régné sur les espaces routiers et après ça qui se sont étendues au transport public.
Et en fait, ce que l'on voit très bien, même si le travail n'est pas la cause première, même pas la cause majoritaire des déplacements, c'est que le travail est le plus fort générateur de perturbations sur les systèmes de déplacement. Puisque en fait, on est toujours sur un mode fordiste des commuteurs qui embauchent aux alentours de 8-9 heures et qui débauchent également à une heure commune en fin d'après-midi. Et c'est ça qui, en fait, d'une part crée les thromboses et d'autre part pénalise terriblement les autorités organisatrices et les opérateurs de transport en appelant des organisations, des offres de transport qui sont surdimensionnées pour le reste du temps. Donc d'un côté, une problématique de mobilité dans laquelle le travail est très largement associé, et de l'autre, derrière, en fait, masquant tout ça, une transformation totalement radicale du travail dans toutes ses composantes, à la fois dans ses composantes économiques, puisque là aussi on est au milieu du gué, passant d'une logique de productivité qui est celle qui a été établie par le Fordisme, le Taylorisme pendant un siècle, à une logique d'hyperflexibilité qui renvoie à une autre composante sociologique qui est l'autonomie que revendique et dont a besoin également l'entreprise pour le travailleur. Donc on est au milieu du gué avec une certaine schizophrénie puisque le patron veut bien voir en fait son employé à 9 h du matin, mais c'est pas idiot qui bosse également le soir en RTT ou en week-end. Donc voilà, on est à ce moment-là. La vraie révolution, elle est bien évidemment du côté du travail. Et la question qu'on doit se poser, c'est en quoi est-ce que cette révolution peut aussi permettre de résoudre les problèmes de mobilité qui sont vraiment graves. On continue sur le thème de la mobilité dans le temps, avec un renouvellement générationnel qui arrive dans les entreprises et une métamorphose numérique de notre société et de notre économie. Aujourd'hui, est-ce que ça fait émerger des nouveaux rythmes de travail? Est-ce que ça change? Et puis comment l'entreprise s'organise peut-être au niveau de l'organisation des lieux de travail? Donc là c'est la problématique du temps et puis il y a la problématique du numérique et on va voir qu'elles sont très, très fortement reliées. Finalement, la question, c'est où est la poule, où est l'œuf dans cette affaire? Est-ce que le numérique est le déclencheur de ces transformations ou est-ce que finalement, ça n'est que le point d'appui des transformations plus fondamentales qui sont en train de s'opérer? Moi, j'ai tendance à dire que on est dans une mutation. Il y a un siècle, on était encore dans une société agricole qui concentrait les emplois dans l'agriculture. Puis on est progressivement passé dans une société industrielle qui concentrait ses emplois dans les activités industrielles. Et aujourd'hui, 80% des emplois sont du côté des services. Donc il y a cette espèce de glissement. Et les services, en fait, ont besoin, pour se développer, de s'adosser au numérique. Et accompagnant la révolution de la productivité que j'évoquais tout à l'heure, on voit bien comment le numérique s'est imposé dans le monde du travail. Il s'est imposé aussi parce qu'il est l'élément structurant et refondateur de l'autonomie du travailleur. C'est grâce en fait à ces outils d'autonomie que sont le smartphone, toutes les applications, l'utilisation d'Internet, etc., que le travailleur va pouvoir s'affranchir progressivement de cette espèce de dépendance qu'il y avait au lieu principal du travail. Et c'est là où tout d'un coup s'opère une révolution qui affecte la filière immobilière, c'est jusqu'à quel point peut-on s'affranchir de ce lieu du travail, puisque ce qu'on aperçoit, et qui sera confirmé par Nathanaël Mathieu et puis par d'autres, j'imagine, lors de la table ronde, c'est une dispersion spatiale du travail, puisqu'on est amené à travailler, qu'on le veuille ou non, de n'importe où, de chez soi, de lieux opportunistes comme des cafés qui vont être équipés de Wi-Fi, des gares, des trains, etc. Donc cette dispersion spatiale du travail repose complètement la question de l'immobilier de bureau. Comment est-ce que l'immobilier de bureau va-t-il répondre? Avec une question sous-jacente qui est que, puisqu'on parle du temps, puisque le travailleur, lui, est renvoyé à une très forte porosité
de son champ professionnel, de son champ personnel, de son champ social, cette porosité, elle renvoie aussi à des exigences qui sont nouvelles, c'est-à-dire que dans les lieux et les espaces de travail, finalement, on a besoin, on a envie d'avoir d'autres requêtes. Et tout d'un coup, ça interroge la ville, ça interroge un urbanisme fonctionnel qui a prévalu pendant un siècle. Et comment est-ce qu'on va pouvoir installer de la multifonctionnalité dans ces espaces? Mais justement, comment on gère au sein d'un même immeuble cet éparpillement du temps de travail? Si je veux éviter cette thrombose des transports en commun et que je n'ai pas d'obligation de déposer des enfants à 8h30 à l'école, je peux venir plus tôt. Si je suis correctement connecté, équipé, je peux très bien aller dans un Starbucks en face de l'immeuble. Je ne suis pas obligé de rentrer dans l'immeuble. Comment on gère cette porosité entre vie professionnelle, vie personnelle et cet éparpillement des temps au sein d'un même immeuble? Il faut peut-être, avant de répondre à cette question, dire qu'on est quand même très très marqué par l'inertie de ce Fordisme que j'évoquais tout à l'heure. Il se passe quelque chose de très intéressant sur la plaine Saint-Denis, où, vous le savez, se sont concentrés le siège de nombreuses entreprises. Generali, la SNCF, SFR, Orange et d'autres y ont concentré pour des questions de solvabilité foncière. Ils ont donc concentré leur siège. Avec le résultat attendu, c'est qu'on assiste bien évidemment là à une saturation des dispositifs de transport. Le RER peut atteindre des taux d'occupation de 240% à la pointe de 8-9 heures. La réaction normale qu'ont entreprise le groupement de ces entreprises mené par la SNCF et le Transilien, c'est de dire finalement desserrons les taux. Faisons en sorte de permettre aux travailleurs de rentrer dans des plages horaires plus larges, d'embaucher à partir de 7 heures et d'arriver plus tard. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on est justement encore extrêmement prisonnier des formatages temporels dont on a hérité d'hier. Alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une population qui est une population, elle, plus libre, plus indépendante, des consultants, des start-upers, des auto-entrepreneurs qui ont, eux, une certaine liberté d'organisation. Cette population ne cesse de croître, mais elle ne représente que, disons, quelques 15% de la population, en progression extrêmement importante, et c'est elle qui est en train de nous éclairer le chemin de ces transformations. C'est elle qui est en train d'imprimer des nouveaux modèles d'organisation du quotidien, et c'est elle qui invente ces nouveaux lieux qui sont en train de se présenter. Et alors justement, comment on va rester sur cette population et sur ces 15%, comment l'industrie immobilière s'adapte aujourd'hui, de votre point de vue, à ces multiples décloisonnements spatiaux dans le temps? Est-ce qu'on va passer un jour d'une logique de surface, une logique de mètre carré, à une logique servicielle, une logique où on vend une prestation de service? Je crois que de toute façon, la filière immobilière va voir ses lignes bouger de façon extrêmement radicale, comme toute une série d'autres secteurs. On voit bien comment, en matière de mobilité, le service désormais prévaut sur l'offre transport. C'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Pépi qui dit que l'opérateur numéro 1 de mobilité dans le monde, c'est Google. Et que son concurrent numéro 1, c'est une entreprise qui a zéro parc de transport, zéro infrastructure, c'est Blablacar. Donc on voit bien cette espèce de glissement, et ce qui advient du côté de la mobilité va advenir également de la même façon du côté de l'immobilier. Alors qu'est-ce qui se passe? La question en effet se pose, comment et où est-ce que ces lignes vont bouger? Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion dans tous ces domaines et dans l'immobilier comme ailleurs, elle est de regarder finalement ce que sont ces nouvelles pratiques, ces nouveaux comportements des travailleurs. Et nous avons dégagé un concept qui est celui des agilités. Agilité que nous avons eu l'occasion de mesurer dans des études, et à la fois dans le domaine du travail et dans le domaine du numérique, mais on pourrait le faire dans d'autres domaines. Agilité spatiale, parce qu'on va pouvoir travailler dans des endroits différents. Agilité temporelle,
parce qu'on va pouvoir travailler dans des temporalités différentes. Agilité relationnelle, parce que la mobilisation des outils numériques va nous permettre en fait des conversations sur un champ, un spectre beaucoup plus étendu d'acteurs. Je ne parle même pas des réseaux sociaux qui vont encore étendre ces possibilités. Donc on est sur des agilités spatiales, des agilités temporelles, des agilités relationnelles, et tout ça se repose sur quelque chose qu'on va appeler les agilités numériques. Et quand nous, on fait ces études, on mesure que ceux qui sont dans la nécessité ou l'envie de rentrer dans ce type d'agilité sont aussi ceux qui vont s'approprier ces outils, ces applications, etc. Donc ça, c'est la question du numérique. Maintenant, comment est-ce que ça retentit dans la question du lieu? Et ça, c'est extrêmement important. Henri Lefebvre, le sociologue qui a beaucoup travaillé sur la ville, disait quelque chose auquel je crois profondément. Il dit « changer la vie, changer la ville, ça ne peut pas se faire sans définir de nouveaux lieux, sans définir des lieux appropriés. » Et je pense qu'on est dans ce moment extrêmement étrange où sont en train d'apparaître toute une série de nouvelles réponses. Ces nouvelles réponses, elles ont commencé de façon intuitive dans les années 90 avec la DATAR qui disait grosso modo, en fait, on va délocaliser dans les campagnes, il suffit de mettre des espaces publics numériques, les fameux EPN, échec. L'intuition était peut-être évidente, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il a fallu attendre une quinzaine d'années, le début des années 2010, pour assister à l'émergence des espaces de coworking spontanés, propulsés par une population de travailleurs plutôt indépendants et dans un esprit plutôt communautaire, mais ça fabriquait là de nouveaux espaces. Et puis, dans le sillage sont apparus toute une série de formats qui sont des pépinières, qui sont des Fab Labs, qui sont d'autres lieux, le Nouma, par exemple, à Paris, un lieu extrêmement intéressant dont il y aurait beaucoup à dire. Et puis, la filière immobilière, d'abord avec Nexity et Blue Office, puis après ça, Bouygues Immobilier avec Nextdoor, s'est dit, on va refabriquer finalement ce que les gens sont en train de fabriquer spontanément. Bon, on tâtonne, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais on voit bien que derrière tous ces brouillons vont se passer beaucoup de choses qui sont qui seront tout à fait innovantes, tout à fait nouvelles. Mais le point qui me paraît le plus important et peut-être la difficulté culturelle la plus conséquente que devront aborder les acteurs de la réforme, c'est que finalement, on est, comme vous le disiez, en train de passer d'une logique de béton, d'une logique de surface, à une logique servicielle. Parce que finalement, ce qu'attendent les utilisateurs de ces nouveaux espaces, ce ne sont pas des aménités numériques. Ce sont toute une série d'autres éléments qui vont permettre l'épanouissement du travail, qui vont permettre de provoquer cette rapidité qui a été évoquée lors de l'introduction, qui vont permettre aux entreprises aussi d'assurer cette productivité, qui vont permettre à l'usager de satisfaire à ces contradictions du fait qu'on doit dans le même temps assurer ses activités professionnelles, mais être en mesure de répondre à un certain nombre de contingences personnelles, sociales, etc. Donc là, l'exercice est extrêmement difficile, et avec une dernière couche qui renforce encore la difficulté, c'est qu'on est du coup dans une logique de flux espace-temps. Je veux dire par là que dans les immeubles, et pour ceux qui ont eu l'occasion de s'approcher de l'appel à projet de Paris, de réinventer Paris, ça va être extrêmement intéressant de voir à la fin qu'est-ce qu'il en reste, mais de ce que moi j'ai compris, et pour y avoir moi-même participé avec des acteurs de l'immobilier, on a beaucoup tous travaillé cette espèce de malléabilité des espaces, voire de réversibilité, de flexibilité. Donc on est dans des flux espace-temps, et ça pose véritablement des questions assez fondamentales aux acteurs de la filière. Merci beaucoup. Je vais vous demander un petit peu d'agilité. Je crois qu'on peut l'applaudir et le remercier.
pour regagner le premier rang. Et je vais vous demander quand même encore de travailler parce que vous allez revenir pour nous apporter un rapport d'étonnement et une petite conclusion sur ce qui s'est dit sur la table ronde que je vous propose de démarrer en appelant sur scène Violaine Pénicaud. N'hésitez pas à enlever mon sac qui gêne tout le monde, là, qui prend une place indue. Violaine Pénicaud, directeur des opérations d'Oracle. Nathanaël Mathieu, président de LBMG Worklab. Et Bernard Michel, président de Gecina, pour essayer d'illustrer justement cette nouvelle logique, cette innovation, ces nouveaux espaces de travail. On va démarrer peut-être dans le dur, on va revenir dans l'immeuble avec l'exemple d'Oracle, témoignage d'un locataire de Gecina. Je ne vais pas vous demander de renégocier tout de suite le loyer, hein, c'est déjà fait. Tout de suite. On va revenir peut-être sur l'exemple de votre projet de réaménagement de votre siège, les portes de la Défense. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à réaménager le siège d'Oracle? Alors, plusieurs facteurs. Tout d'abord, quelque chose de concret, basique. On a fait de très nombreuses acquisitions chez Oracle depuis 10 ans. Et là, il s'agissait en fait de rapprocher 2 sites, un sur Nanterre, l'autre on était sur Colombes. On allait faire grossir les équipes, il fallait trouver un lieu qui soit adapté. Donc c'était soit rester là où on était, réaménager, soit trouver un autre lieu. D'autre part, donc là c'est basique, d'autre part, les usages ont vraiment beaucoup évolué. Quand je dis usage, c'est la façon de travailler. En quelques années, nombreux facteurs qui ont fait évoluer drastiquement les façons de travailler. On est effectivement dans un domaine très influencé par le numérique. 2 facteurs, donc tout d'abord les outils, tout simplement. Le fait, effectivement, je reviens sur un point qui a été abordé, pour travailler, pour faire son travail au quotidien, on n'a pas besoin d'être dans les bureaux d'Oracle. Je peux faire exactement le même travail, alors ça dépend du travail, chez moi, dans un café, moi j'ai du mal à me concentrer, ou au bureau. Et c'est le cas pour l'ensemble des employés. C'est-à-dire qu'on a des outils qui permettent de se connecter, d'être en réseau, de n'importe où. On a également, parce que les outils ne suffisent pas, la volonté, donc un travail en commun avec la direction, d'accepter, de faire confiance aux collaborateurs sur le fait qu'ils travaillent de la même façon n'importe où ou au bureau, c'est-à-dire faciliter tout ce qui est télétravail ou travail occasionnel à domicile. Donc ces 2 faits se sont combinés. Le fait également qu'on avait des locaux, je reviens à du basique, qui n'étaient plus adaptés. Il y a des choses toutes simples. Je crois qu'on est nombreux à subir ça. Une climatisation qui n'était pas du tout adaptée. On se baladait dans des très grands open space. Sur lesquels il y avait des cartons qui étaient pendus de ci, de là pour limiter la clim. Donc ça, voilà. Des choses. Donc c'est quoi? Il y en a toujours un qui a trop chaud et l'autre qui a trop froid à côté? Il y a exactement ça. Il y a celui qui arrive un peu tard, qui se met à son endroit et qui dit « Ah bah non, j'ai la clim qui me tombe dans le cou, c'est terrible. » Puis l'autre qui est à côté « Ouais, moi j'ai trop chaud. » Voilà. Très grands open space. Moi, pour l'avoir pratiqué beaucoup, il y a un côté très sympathique. C'est très efficace quand on travaille sur un sujet. On se lève, on voit tout de suite qui est là, on peut interagir. Pour se concentrer, c'est un autre sujet. Donc les très grands open space ont vraiment des limites. C'est très compliqué de travailler, de se concentrer quand il y a des très grandes surfaces. Donc différents sujets, on a fait une étude. Les 3 points principaux qui ont présidé, qu'il fallait respecter, c'était satisfaire les employés, donc le confort, mais aussi les facilités de travailler. Désenclaver, en fait, on est aussi organisé en départements. Le fait que, oui, on peut être organisé en département, mais de façon pratique, quand on doit répondre aux besoins d'un client, on a besoin de travailler ensemble, donc décloisonner les différents départements de façon simple. Et puis, gagner en flexibilité, parce que je dis, il y a toujours des acquisitions, les équipes se réorganisent, il faut pouvoir réaménager l'espace très facilement, très rapidement. Et comment les salariés ont été associés à ces réflexions? Est-ce que c'est la direction qui a imposé sa méthode ou est-ce qu'au contraire, on est dans une démarche bottom-up? Alors, il y a vraiment des 2. Il y a vraiment une volonté très forte de la direction d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment une co-construction avec l'ensemble des acteurs. Ça prend du temps, évidemment, mais ça en vaut la peine et c'est vraiment de faire participer l'ensemble des employés, les instances représentantes du personnel également, c'est très important, et la direction bien sûr qui donnait aussi son avis de temps en temps, mais c'était surtout, ça venait de la base, de prendre en compte les desiderata des uns et des autres, de les faire participer à la construction, de choisir en sélectionnant entre différents modèles. Et qu'est-ce qu'elle voulait la base? Quels sont les besoins qui sont remontés? Alors, je vous dis déjà, donc, de la flexibilité, du confort, et puis être un petit peu créatif, avoir aussi un petit peu de la joie de vivre.
un petit peu rétro, mais il y a un peu de fun aussi, c'est cette envie d'être... On est ensemble pour travailler sur des projets, mais aussi des fois pour s'amuser. C'est quoi, c'est du bien-être, ça? Voilà, c'est du bien-être, du plaisir, hein, de prendre aussi du plaisir au travail, à être efficace, mais aussi savoir en profiter. Hein. La journée de travail, c'est pas effectivement 9h, 18h avec je passe mon temps sur un écran, je peux aussi partager de différentes façons. Si vous voulez, on peut illustrer aussi. Peut-être, oui. Alors, j'ai un système très efficace, donc si vous voulez passer peut-être les premiers slides, juste pour vous donner une idée, en fait, le fruit de ces réflexions, d'avoir fait participer l'ensemble des employés, voilà ce à quoi on est arrivé. Donc, je vais vous imaginer au départ de très grands open space, du classique, tous les mêmes, uniformité générale, et on est passé à autre chose, donc on a fait participer tout le monde. Donc, vous allez voir différentes... ces petites icônes, symbolise... Non, il ne marche pas. C'est mieux. On va rester à de l'humain. Des fois, c'est très bien pour avancer. Donc là, c'est une synthèse avec quelques images. Je vais revenir sur les différents concepts qui ont été mis en place. Je dis point crucial, du confort bien sûr, de la flexibilité, accompagner des changements d'usage et faciliter le travail en commun. Un dernier point que je n'ai pas mentionné, mais c'est aussi avoir une image. Avoir une image, donc on a une image assez forte chez Oracle, une image, une couleur aussi, le rouge, mais au-delà de ça, c'est de véhiculer cette dynamisme. Donc on peut peut-être passer au suivant, on se peut aller un peu plus loin. Donc un premier différents espaces, vous allez voir, cette notion de flex work, activity-based working, en fonction de la tâche qu'on a réalisée dans la journée, on va utiliser tel ou tel espace. Donc, je vais commencer par ceux plus classiques du bureau. Donc, première chose, moi j'y suis attachée, c'est pas du travail, si. La cafétéria, c'est un lieu qui est pour moi fondamental hein, quand il s'agit d'échanger. Pour rencontrer les gens, hein, c'est le point d'eau avec tous les grands fauves. Quand on veut discuter, quand on veut rencontrer des gens, c'est un point très très utile, stratégique. Donc vous allez avoir à tous les étages une ou deux cafétérias sur lesquelles on peut échanger. Donc bien sûr, il y a la machine à café, mais il y a aussi des espaces comme des parois vitrées sur lesquelles on peut afficher, écrire, se lâcher. Vous allez voir, on a trouvé des artistes. On va passer au suivant. Donc au-delà de la cafétéria, le touchdown, alors ça c'est, vous atterrissez, vous passez, on a plusieurs étages aussi, on est quand même une grosse structure. Donc vous passez d'un étage à un autre, vous avez une réunion, vous arrivez soit 5 minutes en avance, soit pile à l'heure, et puis la salle n'est pas encore libérée. Ou autre. Vous ne perdez pas votre temps, vous avez partout des espaces où vous pouvez vous poser votre laptop, vous brancher, continuer à travailler en attendant que la salle se libère, que ce soit l'heure de votre réunion. C'est également un espace, vous avez vu, il n'y a pas de bureau, c'est pour pouvoir passer des petits coups de fil plus tranquille. On peut passer au suivant. Après le touchdown. Alors, Team Space, là, on revient à du plus classique. Je vous dis, on était parti de très, très grands open space. Là, on a drastiquement réduit la taille de ces open space. Enfin, j'ai réduit. C'est les bureaux, en fait, c'est par 4, par bloc de 4. Là-dessus aussi, un point fondamental, c'est pas attribué à une personne. C'est la carte. Vous arrivez, vous en prenez un. On n'est pas... c'est pas... Il faut avouer, hein, c'est une transition qui va se faire sur le long terme. Ça a été pris comment, ça, par les collaborateurs ? On ne va pas dire que ce soit le point qu'ils aient préféré. Vous en verrez d'autres plus attractifs. Parce que ce n'est pas évident. Le côté aussi, le bureau, c'est bien de personnaliser, d'avoir une petite photo, d'avoir... Je ne sais pas, il y en a certains qui veulent leur poids crayon, tout ce que vous voulez. Je comprends pour ceux qui sont là tous les jours, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas tous les jours au bureau, qui sont un jour au bureau, ou alors une demi-journée, qui partent chez le client, qui reviennent, qui travaillent de chez eux. Et ça nécessite en fait d'avoir donc des bureaux qui sont plus flexibles. Vous le prenez à un moment, vous le lâchez. Donc idéalement, le modèle qu'on a poussé, c'est vous arrivez le matin avec votre laptop, on n'a pas de station attachée, vous installez, si vous voulez travailler donc un peu tranquille. Donc touchdown, on peut revenir sur le suivant qui était donc l'espace de travail. Vous prenez un bureau, vous avez une réunion, vous lâchez, vous enlevez tout, vous libérez cet espace pour que quelqu'un d'autre puisse s'y installer. C'est vraiment contraire à je pose ma veste pour la journée et mes clés, puis je reviens le soir. Non, c'est vraiment fluidité, laisser cet espace pour que ça puisse servir à plusieurs personnes dans la journée. On peut avancer juste pour vous montrer ensuite. Alors, on regarde un petit espace personnel. Bon, là aussi, c'est un peu drastique par moment. Ça, c'est la taille du casier que chacun peut s'apparenter. Un seul casier par personne, c'est ça ? Oui. Alors, si vous avez vraiment des besoins... J'en vois pas un CV chez Oracle. Alors attention, 0 papier.
Zéro papier et tout dans... Zéro papier. Ça, c'est l'objectif ultime. Je suis mort alors, moi, c'est fini. C'est compliqué. C'est vrai aussi quand on est un peu visuel, des fois ça c'est pratique. C'est idéalement, c'est oui, on garde de moins en moins de papier. Par contre, vous venez en 2 roues, vous avez besoin de mettre votre casque. Il y en a, on peut demander un en plus. Mais c'est voilà, l'objectif, c'est voilà, mon point fixe, c'est je pose mes affaires, mais ensuite je m'installe, je vais me promener partout dans le bâtiment en fonction de mes besoins. TeamSpace, on peut passer au suivant. Le cowork, ça c'est de plus en plus. On peut travailler tout seul, donc à un bureau classique, mais on a besoin de travailler à 1, 2, d'échanger. Vous avez des espaces isolés un peu mieux phoniquement. Vous êtes à plusieurs l'un à côté de l'autre, vous avez un écran et vous partagez. Vous avez aussi des dalles au-dessus pour essayer vraiment d'assourdir le bruit pour ne pas déranger ceux qui sont à côté. Et je l'utilise un moment, je le laisse. Autre type d'espace, le suivant, s'il vous plaît. Quiet Zone, alors ça c'est la bibliothèque pour ceux qui ont vraiment besoin de se concentrer. Pas de bruit, pas de téléphone. Physiquement, il n'y a pas de téléphone. Donc, c'est vraiment un espace très différent. Le suivant, Focus Room, là, on avait des petits box, c'est un peu la cabine téléphonique, si vous voulez. Vous êtes à 2, vous êtes ensemble. Ça a été conçu aussi, alors je ne saurais pas le dire, il n'y a pas de climatisation associée vraiment, donc on n'est pas censé y rester et s'y installer pour toute la journée. Aussi, il faut que ça tourne. Non, je vous confirme, c'est vraiment désagréable. Donc, voilà. Mais toujours aussi des murs, à chaque fois, vous avez beaucoup de murs vitrés. Quand je vous dis zéro papier, oui, il n'y a plus de paperboard. Les salles de réunion, les bureaux, il y a des parois vitrées sur lesquelles écrire. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, on garde bien sûr des salles de réunion, des petites, des moyennes, des plus grandes, à chaque fois le même mobilier, des murs sur lesquels on peut écrire, plus de paperboard, des écrans pour partager les informations, et puis, je vais un mobilier malgré tout, somme toute assez classique. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, là, ça me fait plaisir aussi. Moi, j'y suis assez sensible. C'est ma pièce préférée, ça. Oui, voilà, exactement. Donc ça, à un moment, on s'est dit, le bien-être des collaborateurs, c'est bien, c'est aussi d'avoir des espaces où il n'y ait pas trop de bruit, la clim soit bien, on puisse travailler facilement, on trouve un bureau. Mais il n'y a pas que ça. Les journées sont de plus en plus... Le temps est pas aussi rigoureusement défini. C'est pas j'arrive à 9h, j'embauche à 9h, je débauche à 18h, de moins en moins. Donc c'est aussi, je peux arriver, si moi ça me plaît, j'arrive à 7h30, j'en ai certains qui vont à la salle de gym, qui viennent ensuite, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément besoin d'aller chercher leurs enfants à 7h30 ou 7h30, donc qui ont envie le soir un peu de se défouler. Et donc on a prévu une salle, alors ça s'appelle la Playroom. Ça a été conçu là aussi, c'est pas la direction, c'est travail commun avec des employés. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un endroit pour jouer aux échecs, des fléchettes, j'ai besoin un baby-foot, voilà, un certain nombre d'installations. Et j'y vais quand j'ai besoin. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Deuxième point aussi, c'est l'espace bien-être. L'espace bien-être... Alors, on peut peut-être passer au suivant, parce que vous allez voir aussi des images. Donc ça, c'est la Playroom. Aussi, c'est très ludique, très... il y a besoin de se défouler. Elle est fréquentée ? Oui. Où il y a encore un frein en se disant je veux pas y aller, je veux pas m'afficher, je veux pas montrer que je suis... Oh non, ou au contraire, il y a la queue. Alors non, il n'y a pas la queue. Il y a là, typiquement, c'est pareil. Je me suis dit, je vais illustrer, je vais aller prendre des photos. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est à faire? Il n'y a personne. Oui, mais bon, pour une fois, j'y suis allée assez tôt le matin. Et là, je voyais que le matin, on a beaucoup moins de monde. Par contre, le midi, c'est beaucoup plus fréquenté. Le soir aussi, pour aller faire une petite pause détente, quand on se dit, la soirée va être longue, je risque de ne pas finir avant 9-10 heures. Attention, c'est exceptionnel, mais allez, on va se défouler un petit peu, puis on va se remettre ensemble. Ah non, ça arrive heureusement pas tous les jours. 7h, 22h, vous voyez, c'est ça la flexibilité. Non, parce que c'est aussi parce qu'on arrive à 11h. C'est vrai, il faut avouer, il y a toujours des donnant, la flexibilité. Donc voilà, c'est ce côté, c'est aussi de se retrouver avec des gens pour faire autre chose que de travailler intensément. Je dois avouer aussi que c'est quelque chose qui est très très bien reçu par les nouvelles populations qu'on accueille. De plus en plus, on a eu beaucoup d'apprentis contrat pro, pour qui c'est... oui, bien sûr, bonne idée. Alors, qui vont fréquenter ça, on se retrouve un peu en dehors, mais il n'y a pas que les plus jeunes qui s'y plaisent, parce qu'il y a différentes activités. Le dernier, en fait, alors, autre ton, c'est la salle bien-être. Et alors là, pas de téléphone. C'est aussi, il y a besoin de pouvoir se reposer. Je dis, des fois, les journées peuvent être longues. Des fois, vous avez pu avoir une soirée très fatigante la veille, qui peut être aussi personnelle. On a besoin de pouvoir se poser, parce qu'on est, pour certains, beaucoup plus efficace. Il y a les vénards qui arrivent à faire des micro-siestes. Là, vous avez un vrai environnement pour le faire, et c'est très, très efficace. Donc, c'est absolument pas un gadget. Ça a été une demande.
Ça a été fait pour que ce soit donc cette fois-ci fait dans des règles de l'art. Vous avez c'est des petits cocons où vous pouvez vraiment vous isoler. Hein. C'est pas la crèche, hein, vous êtes les uns à côté des autres. Non, c'est chacun s'isole, se repose. Je vous rassure, il y a vraiment personne qui passe sa journée, mais c'est très efficace. Ils se font repérer au bout d'un moment, c'est ça? On n'a pas mis de caméra, non, je vous rassure. Mais non, avec le numérique, il faut maintenant. Oui, on attend une flexibilité, on offre une flexibilité dans le travail, dans la gestion du temps de travail. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on voulait juste essayer d'illustrer un peu toutes ces innovations au sein d'un immeuble existant et en dur. Je voudrais qu'on rentre un petit peu maintenant dans le coworking, dans ce phénomène du coworking avec Nathalie Mathieu. Vous êtes un expert des nouveaux espaces de travail. Juste première question, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France le coworking et à quelle vitesse ça se diffuse? On a le prisme très parisien, mais je voudrais savoir à quelle vitesse ça se diffuse aujourd'hui dans les grandes métropoles et en France. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 350 coworking en France, espaces de coworking en France. Sachant qu'en 2008, il y en avait 0, puisque le premier coworking a vu le jour en 2008 et c'était la Cantine à Paris. On a à peu près un espace de coworking qui ouvre chaque semaine en France. Donc c'est vraiment une émergence très forte actuellement. Et là, je ne parle que des espaces de coworking, parce que vous avez des espaces, et Bruno en parlait tout à l'heure, complémentaires, donc on les regroupe sous le terme de tiers-lieux, qui voient le jour. Des espaces plus larges, hybrides, des espaces qui font parfois 2000, 2500 mètres carrés et qui, du coup, complètent cette demande. Donc aujourd'hui, quand on parle, nous, de tiers-lieux professionnels, on en compte à peu près 500 en France. Et si on ajoute tous les espaces de travail nomade, puisque Madame parlait justement de cette diffusion du travail, de la possibilité de travailler dans des cafés Wi-Fi, on a des concepts de co-office, donc de cafés-bureaux qui ont vu le jour à Paris, café craft, etc. Aujourd'hui, on a plus de 2000 lieux où l'on peut travailler de manière nomade, en dehors du bureau, mais dans des conditions qui restent professionnelles. Donc il y a vraiment une émergence des tiers-lieux professionnels qui est très forte. Mais est-ce que c'est un phénomène parisien? Est-ce que c'est un phénomène qui se cantonne aux très grandes métropoles européennes ou est-ce que ça se diffuse aujourd'hui un peu partout? Alors historiquement, le coworking, comme l'a dit Bruno, a été porté plutôt par des travailleurs indépendants, des TPE, parfois des start-up. Ça a été initié aux États-Unis, et puis ça a vu le jour en France plutôt dans les métropoles, dans les centres urbains. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez des espaces de travail de partout en France, même à la campagne. Alors il y a l'historique des télécentres que Bruno a rappelé tout à l'heure, mais aujourd'hui, vous avez aussi des espaces de coworking qui ouvrent dans l'Orne, dans la Drôme. Donc il y a vraiment une dispersion de ces espaces de travail. Après, c'est des questions de taille, évidemment, et de densité. Il y a beaucoup plus d'espaces de coworking à Paris. C'est vraiment, en France, la densité la plus importante. Mais il y a aussi la demande la plus importante. Et vous avez, après, une dispersion de lieux qui, parfois, font 50 mètres carrés, voire 40 mètres carrés à la campagne. Mais l'idée, c'est pas tant les lieux, c'est les communautés qui s'agrègent autour de ces lieux. C'est les collectifs. Et bien souvent, l'espace de coworking, ce que l'on dit, c'est avant d'être un objet immobilier, c'est un collectif d'utilisateurs. C'est des gens qui ont envie de se retrouver à un endroit pour justement soit rompre l'isolement du travail à la maison, ou soit pour trouver une nouvelle ambiance quand ce sont des salariés d'entreprise. Ça, c'est très important. Quel type d'usage aujourd'hui on retrouve dans ces nouveaux lieux de travail? Je crois que vous avez mené une expérimentation avec une étude, Quel bureau demain? Qu'est-ce qu'on retrouve comme usage? Alors, ce qu'il faut voir, et donc là, si vous pouvez passer, s'il vous plaît, 2 slides encore, s'il vous plaît. Tac. Bon, on va faire des allers-retours, je pense. Attendez, je regarde si ça marche. Vous pouvez passer encore 2 slides en avant, s'il vous plaît. Quand il y a des petites figures, des petits bonhommes qui apparaissent. Voilà, encore. Les voilà. Voilà, merci. Ah. Voilà, c'est plus simple, c'est plus parlant. En fait, on a fait une étude. Alors, historiquement, en fait, nous, on a lancé un service qui s'appelle Néo-Nomade et qui permet justement de travailler dans différents tiers-lieux. Et l'année dernière, on s'est dit, finalement, on va expérimenter. On va aller proposer à des salariés d'entreprise, puisqu'il y avait à peu près, dans les tiers-lieux, on trouvait 90% d'indépendants de TPE de start-up et seulement 10% de salariés ou de personnes issues de la fonction publique. Donc, vraiment très peu de monde. Ce qui s'explique pour des tas de raisons, notamment la difficulté pour un salarié de valider le télétravail dans son entreprise et puis le fait d'avoir à valider une dépense pour l'entreprise. Donc il y avait plein de freins. On est allé voir Schneider Electric, Colliers, différentes entreprises en leur disant « Est-ce que vous voulez permettre à vos salariés de tester des tiers-lieux ?» C'est-à-dire en plus des démarches de télétravail à domicile
que vous avez pu mettre en place, vous leur donnez de la possibilité d'accéder à 30, 40 espaces de coworking en Ile-de-France pour justement voir ce que ça leur apporte en termes de qualité de vie, en termes d'efficacité et en termes de rencontres. De cette expérience sont ressorties plusieurs données. La première, c'est les profils de ces travailleurs-là, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait différents types d'usages dans ces lieux. On avait le casanier, concrètement, c'était la personne qui aurait pu télétravailler de chez elle, mais qui, pour des raisons X ou Y, ne pouvait pas ou ne souhaitait pas télétravailler à domicile. Pas la place, des enfants, enfin, pour des tas de raisons. Et donc, elle trouvait un espace de coworking à côté de chez elle, qui lui évitait de faire des transports, qui lui évitait tous les problèmes de transport que Bruno a évoqués tout à l'heure, et qui, du coup, trouvait une solution d'appoint pour télétravailler. Ça, c'est le premier profil. Le coordinateur, c'est plutôt la personne qui va utiliser les espaces tiers-lieux pour se réunir. Parce que finalement, on a des salles de réunion, et on s'est aperçu que c'était un usage assez récurrent, même pour des entreprises qui avaient déjà des salles de réunion. Pourquoi ? Parce que parfois, vous avez besoin de lieux neutres pour des espaces. Même pour des réunions internes, vous avez parfois besoin, parce que le sujet est complexe, etc., d'aller ailleurs. Vous voulez rencontrer des clients, parfois c'est plus pratique de les Pour trouver des ailleurs. questions de confidentialité aussi. De confidentialité ou même juste de neutralité. Vous avez besoin d'un lieu qui ne soit pas le lieu de l'entreprise, parce que le sujet peut être un peu crispant, ou vous avez des négociations, etc. Donc on s'est aperçu que c'était un usage qui était assez important. Ou alors c'est pour innover. On se dit, on va dans un lieu out of the box, et là on va trouver un usage un peu différent. Vous avez les nomades, alors là c'est les commerciaux, les consultants, qui eux sont les road warriors, ils sont tout le temps sur la route. Et finalement on s'est aperçu que souvent il y en avait qui travaillaient dans leur voiture, qui travaillaient dans les McDo, qui travaillaient dans les Starbucks avec des conditions de travail qui étaient quand même limitées. Et du coup ça leur apportait une vraie solution d'appoint. Puis les deux derniers profils, c'est le social. Ça c'est très important parce que historiquement c'est ça le profil des coworkers. C'est les personnes qui du coup vont dans un lieu pour trouver un collectif, une communauté. On s'est dit, mais pourquoi un salarié d'entreprise qui potentiellement a déjà sa communauté, qui est son entreprise, a ce profil-là ? Mais en fait, on s'est aperçu qu'il pouvait avoir envie de trouver une deuxième communauté. Pas remplacer la première, mais de trouver une autre atmosphère ou un autre collectif dans lequel il se sentait bien. Mais il restait dans le tiers-lieu. Et le dernier, c'est l'aventurier. Alors lui, c'est la personne qui a besoin d'air. Il se dit, voilà, j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de sortir de l'ambiance de l'entreprise, et donc je vais picorer dans différents tiers-lieux. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'en fait, on se rend compte que ces usages de mobilité, aujourd'hui quand même, on a 4 millions de Français qui sont mobiles. On en a 1 milliard dans le monde. Quand vous demandez à la Défense, aux salariés de la Défense, quel est leur choix numéro 1 en matière d'écomobilité, il y en a plus de 50% qui vous disent « je souhaite télétravailler ». Donc aujourd'hui, il faut arriver à comprendre pourquoi ils ont envie d'aller en dehors du bureau. Et en fait, la réalité, ce n'est pas uniquement de télétravail à domicile, c'est qu'il y a des tas de raisons, des tas de profils d'usage qui font qu'on a envie parfois de sortir du bureau. Et ça, c'est très important à comprendre en termes d'évolution, l'organisation du travail, des usages au travail. Et du coup, vous le verrez tout à l'heure, les impacts sur l'immobilier, ils sont aussi très importants. Et est-ce que ça, c'est compris par les entreprises ? Et quels sont peut-être derrière ces 5 profils et cette émergence des tiers-lieux, les enjeux pour les entreprises ? Aujourd'hui, je dirais que c'est assez peu compris par les entreprises. Alors, certaines, je pense qu'Oracle est plutôt dans la partie des entreprises qui est en avance sur le sujet, mais si vous regardez les entreprises en France, elles sont un peu perdues par rapport à cette transformation du travail. Aujourd'hui, elles utilisent plutôt des schémas assez traditionnels, organisationnels. Elles ont plutôt peur de l'arrivée des nouvelles générations. Elles ont une maîtrise du digital qui est souvent très mauvaise. Et aujourd'hui, du coup, quand elles se posent des questions de schéma immobilier, notamment dans des questions de déménagement, elles n'ont pas encore forcément le réflexe de dire quels usages, quels services et comment mon organisation du travail va évoluer. Parce que, comme on le disait, le travail demain, il n'aura pas du tout la même forme. Bruno le rappelait en préambule. On est dans le service, on est dans l'évolution des modèles économiques tous les ans et on est remis en cause. On a tous cette ubérisation qui arrive. Donc forcément, si on n'anticipe pas un tant soit peu la façon dont on va travailler, l'immobilier ne suit pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises qui élaborent un schéma directeur immobilier ne prennent pas encore en compte suffisamment les tiers-lieux. C'est quoi ? On est dans une forme de déni, un manque de confiance ou... C'est pas que les tiers-lieux, c'est d'une manière générale comment les usages de travail vont évoluer. Et du coup, on arrive avec des coques immobilières et des projets immobiliers qui, bien souvent, quand ils sont livrés, sont déjà plus adaptés. Et ça, c'est une réalité qu'on voit. Ou sur des projets de déménagement, où du coup, on lance le projet de déménagement, et du coup, nous, on nous appelle en pompier en disant « Oh là là, on n'a pas pensé qu'il allait y avoir de tels impacts, et il faut absolument mettre du télétravail en place pour essayer de faire passer la pilule d'un déménagement qui va
emmener des salariés à 2 heures de chez eux. Et là, on se dit, non, il y a un problème. Il y a un problème, vous ne pouvez pas faire ça dans ce sens-là, c'est impossible. Vos salariés, forcément, vous avez besoin d'anticiper ces notions. Alors là, ça vous paraît peut-être un peu poussé, mais c'est une réalité. Et encore aujourd'hui, malheureusement, ça arrive très souvent de se dire, bah, voilà, on décide le transfert immobilier, le bureau, et puis derrière, bah, on essaie de faire que tout ça rentre bien. Donc, nous, on pense qu'il faut vraiment anticiper sur ces sujets. Si vous pourrez venir juste 2 slides en avant, parce qu'il y a un schéma qu'on a essayé de traduire. Là, vous avez des immeubles, en fait. Voilà. En fait, hier, vous aviez voilà, le bureau, on allait tous au bureau, on ne nous demandait pas si on avait envie d'y aller ou pas. Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez un peu de télétravail, un petit peu de télétravail, souvent à domicile. Demain, la question qui se pose, c'est justement le bureau, est-ce qu'il ne devient pas un hub collaboratif? Je crois que c'est ce qu'on a vu chez Oracle. Ça devient un lieu où on va quand on a envie d'y aller, quand on a une raison d'y aller, pas parce qu'on doit y aller, ça c'est déjà quelque chose qui est très important. On y va pour rencontrer des personnes, pour innover, mais pas parce qu'on a besoin d'y aller pour pointer. Ça, c'est un point très important. Le travailler où je veux, quand je veux, c'est réservé à quelques collaborateurs. C'est pas la norme. C'est une réalité demain, ça. À partir du moment où vous avez, entre guillemets, un ordinateur et que vous avez des tâches qui peuvent être effectuées à distance et que vous êtes en capacité, c'est tout l'enjeu du télétravail, en capacité personnelle à travailler en autonomie à distance. Et ça, c'est pas dépendant de votre diplôme, c'est dépendant de votre qualité personnelle à travailler en autonomie, ce qui est très différent. C'est pas juste le télétravail, c'est pas juste pour les CSP+, etc. C'est pas du tout ça la question. C'est de se dire que demain, tout le monde va être sur portable. On a en Ile-de-France 70% des métiers qui sont déjà faits, des métiers de la connaissance, qui sont des métiers faits sur, on parle pas de l'industrie là, des métiers, je dirais, sur ordinateur. Donc là, oui, très clairement, ces métiers-là, ils vont pouvoir se faire, on va pouvoir travailler où on veut, quand on veut. Et donc la question, c'est de se dire comment on l'accompagne. L'immeuble de bureau, demain, très clairement, ça va être un immeuble très flexible, on l'a vu avec Réinventer Paris, ça va être un lieu potentiellement qui va s'inspirer des coworking, on l'a vu avec les espaces de coworking, on va s'ouvrir, l'entreprise va s'ouvrir. Le siège, demain, ce ne sera pas juste pour les salariés, ce sera pour les partenaires. Ce sera pour des startups avec lesquelles on travaille. Ce sera aussi pour des salariés de passage, pour les boîtes qui ont différentes filiales, potentiellement à l'étranger. Donc on va avoir un lieu beaucoup plus ouvert. Et on va avoir, en corrélation, une continuité de l'espace de travail avec de plus en plus de bureaux complémentaires. Des lieux tiers, le domicile, des bureaux satellites ou des tiers-lieux. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous, on a des salariés du Crédit Agricole, d'EDF, de Generali. On a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'expérimenter ces différentes structures. Ce qui veut dire que derrière, c'est peut-être, et ça va être ma dernière question, de nouveaux acteurs qui vont intermédier, qui vont s'occuper de tout ce qui est environnement de travail. On a vu que Blablacar est le premier concurrent en mobilité de la SNCF, que Airbnb est grosso modo le premier hôtelier à Paris sans posséder un seul actif. Demain, il y a l'Airbnb du bureau qui va arriver ? Bien sûr. C'est sûr. C'est vous en partie. Non, mais la question, c'est pas de se dire est-ce qu'on est dans une ubérisation totale, c'est de se dire qu'il y a déjà des acteurs qui se mettent sur le marché du bureau qui n'étaient pas des acteurs traditionnels. Nous, on a accompagné les hôtels Accor pour créer des espaces de travail dans leur lobby d'hôtel. On a mis des espaces de travail dans des magasins de fourniture de bureau. On l'a fait avec La Poste à Bordeaux. Ils ont ouvert un espace de coworking. La SNCF le fait. Donc on a déjà des acteurs traditionnels, pas des startups, qui créent des espaces de travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, vous avez des grosses startups, notamment aux États-Unis, qui se posent sur des modèles de bureaux très flexibles. C'est le cas de WeWork, dont vous avez entendu parler, valorisé 10 milliards de dollars quand même, et qui est une entreprise d'espaces de coworking. Et puis le dernier point, c'est toutes ces plateformes d'intermédiation qui sont là pour faciliter la mobilité. Donc nous, on a lancé Néonomade pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que les salariés, en 2 clics, puissent réserver un tiers-lieu où ils veulent. Ça, c'est une solution complémentaire en partenariat avec des opérateurs. Mais vous avez aussi, aujourd'hui, des sites comme Office Rider qui permettent à des personnes qui ont des appartements de louer leurs appartements comme salle de réunion. Donc ça va très loin. Donc il faut observer aussi ça de manière, je dirais, un peu
avec un peu de hauteur, un peu de recul, et se dire, bah oui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Où ça va aller, moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce monde de l'immobilier, il ne peut pas rester campé sur ces notions de beau à 25 ans, etc. Tout devient flexible, donc forcément, il va falloir trouver des équilibres et imaginer des solutions voilà, où tous les acteurs s'y retrouvent. Ça me donne une très bonne transition avec Bernard Michel, président de Gecina, pour voir comment une foncière de bureaux, comme Gecina, dominant de bureaux, a décidé de se développer, de s'ouvrir aux espaces de coworking, et peut-être comment vous déclinez cette offre à l'échelle de votre patrimoine. Peut-être d'abord vous expliquer pourquoi nous travaillons sur ces thèmes de manière assez intense, avec des équipes, avec des groupes de travail. C'est parce qu'on essaie de comprendre aussi où ça va, quoi, de manière à adapter l'entreprise Gecina, qui est le leader du bureau en France, à ces nouveaux comportements, à ces nouvelles façons de travailler. Et ça, c'est notre responsabilité sociale d'entreprise. D'abord, que d'accompagner les changements de la société. C'est aussi notre responsabilité par rapport à nos clients, puisque la demande est en train de changer. La demande des entreprises clientes, petites, grandes, est en train de changer. Et au fond, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que la transformation digitale est un moyen qui nous pousse à changer notre relation avec les clients, qui pousse aussi les clients à changer leur mode d'organisation dans l'entreprise, avec de nouvelles façons de travailler, avec le coworking, avec le travail en réseau, avec l'émergence de tiers-lieux, enfin tout ce que vous venez de décrire et que nous sommes allés voir concrètement, avec des conséquences y compris juridiques sur la question de il faut plus de flexibilité, donc il faut créer des baux flexibles, des baux précaires et flexibles, parce qu'il y a une très grande demande de liberté, de mobilité, de souplesse quoi, dans cette nouvelle façon de travailler. Et au fond, on a commencé à intégrer assez vite cette demande de liberté, de mobilité, d'agilité, comme cela a été dit tout à l'heure, en disant au fond, ça va impacter notre métier. Donc je suis en train de dire aussi que pour nous, ça peut être une opportunité, c'est-à-dire une adaptation qui nous permettra d'acquérir de nouveaux clients ou d'en perdre certains, aussi une réponse aux nouvelles concurrences que vous avez commencé à évoquer. Le Airbnb du bureau, je disais ça en plaisantant il y a 6 mois, aujourd'hui je sais qu'il existe déjà, il y a déjà des startups qui travaillent là-dessus pour sous-louer des parties de bureaux vides ou créer des espaces de coworking. Donc au fond, entre la question de l'impact sur nos modes de travail et une société qui conçoit des espaces pour des entreprises qui organisent ce travail, il y avait la place pour réinventer, pour créer le bureau de demain autour de la question des usages. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu effectivement, au fond, la question, ce n'est pas le numérique. Le numérique est le moyen qui a permis aux gens d'imaginer d'autres façons de travailler. On ne pouvait pas, il y a 10 ans, on n'avait pas suffisamment de moyens numériques pour échanger à distance, etc. Aujourd'hui, tout ça est très facile. Donc ça change radicalement la façon de voir les choses. Et pour terminer sur cette introduction, on travaille, nous, sur 3 grands thèmes. Flexibilité, souplesse et nouvelles façons de travailler. Deuxièmement, mutualisation des immeubles et des services. Et troisièmement, la question du bien-être, la question du confort, la joie de vivre, l'ouverture sur la ville. Ça, c'est le label WELL que nous allons pouvoir, je pense, mettre en œuvre au travers d'un des projets de restructuration de bureaux rue d'Amsterdam. Au fond, ça nous a beaucoup stimulé, je crois, ça a stimulé l'entreprise, parce qu'une entreprise, bon, bien sûr, elle est responsable, et elle suit les changements de la société, mais elle cherche aussi en permanence à innover pour trouver de nouveaux marchés. Et au fond, on a trouvé que c'était une opportunité de croissance, une opportunité de réaction à de nouvelles concurrences. C'est ça qui nous a poussé à rentrer dans ces idées-là. Et la brique coworking, alors, dans cette stratégie, dans ce positionnement? Alors ça a été la première que nous avons examinée avec des initiatives concrètes maintenant. Et 2 initiatives, une à Neuilly et une Gare de Lyon, sur laquelle je reviendrai. Mais on va peut-être déjà regarder ce que nous faisons à Neuilly avec un espace, et en duplex, avec un espace de 1500 m² de coworking qui existe, qui est géré par notre partenaire start-up Bureau à partager,
auquel je vais d'ailleurs passer la parole tout de suite. Je pense qu'il est à l'écran et j'espère qu'il nous entend bien. C'est mieux que CNN. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez correctement. Parfaitement. Je suis ravi de rejoindre, Je suis ravi de rejoindre la conférence d'aujourd'hui. Donc, je suis Clément Meyer. Je travaille chez Bureau à partager depuis 2 ans. J'ai été embauché par Bureau à partager pour développer une activité qu'on appelle Spaces chez nous. Et je développe ça avec Clément Alteresco, le fondateur de Bureau à partager. Bureau à partager, c'est une jeune entreprise qui vient tout juste de fêter ses 3 ans et qui se développe autour de 3 axes. Le premier, notre axe majeur, ça va être notre site internet Bureau à partager, qui met en relation l'offre et la demande de bureaux flexibles. Le deuxième axe de développement, c'est un logiciel de gestion de centres de coworking qu'on appelle Link, qui va nous permettre d'opérer un espace de coworking de façon dématérialisée. Et le troisième axe de développement, celui pour lequel on a été sollicité par Gessina, c'est l'axe Spaces, où on va aider un propriétaire foncier à développer et à optimiser la rentabilité d'un parc immobilier vacant. Et pour ça, on va mettre en place justement des espaces de coworking éphémères. On a été contacté justement par Gessina il y a quelques mois pour mettre en place ce nouveau partenariat avec Neuilly Lab, Gessina et donc Bureau à partager. On opère sur un de vos actifs, comme vous le disiez il y a quelques minutes, rue des Graviers à Neuilly, un actif de 1500 m². Et donc on va mettre en place, et on a commencé déjà à mettre en place, un espace de coworking. Pour ça, Gessina nous a proposé de signer un bail dérogatoire de 15 mois avec des conditions financières très arrangeantes. Ça nous a permis de nous décider très rapidement et d'être opérationnel au plus vite. On a la chance actuellement, dans cet espace de coworking qui a pour vocation à être structuré début 2017, d'accueillir déjà une petite vingtaine de startups, des startups plutôt digitales pour la majorité, des startups qui vont aussi bien travailler dans des espaces partagés, de l'open space ou dans des bureaux, je ne suis pas sûr que vous puissiez voir avec l'angle de la caméra, dans des bureaux fermés. Le concept justement du coworking, vous avez dû en parler, mais j'étais malheureusement pas là durant toute la conférence, on va mutualiser certains services. On va mutualiser des salles de réunion, des cuisines par exemple, des coins cafettes et autres. Donc on est ravis actuellement de pouvoir opérer cet espace pour Gessina. On est ravis de voir que des grands groupes comme le vôtre justement se mettent au coworking et on est ravis surtout de pouvoir contribuer aussi à ce nouveau développement et ce nouveau mode de consommation de bureaux. Donc c'est actuellement un projet pilote qu'on opère avec vous et j'espère que ce ne sera pas le dernier et qu'il y en aura de nombreux autres qui ouvriront par la suite. Voilà. Un grand merci pour votre attention, j'espère que vous avez tout entendu. Oui, je ne sais pas si vous nous entendez, j'ai une petite question. Ouais, je vous entends. Je voulais savoir, si vous parlez de projet pilote, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des contacts avec d'autres foncières ou grands propriétaires bailleurs ou est-ce que là-dessus Gessina a été un petit peu pionnier dans cette démarche? Alors, je vais juste répéter, je suis désolé de votre question, pour être sûr, vous demandez si on a eu l'occasion d'ouvrir ça avec d'autres foncières? Oui, tout à fait. Oui, alors actuellement on a déjà contractualisé avec plusieurs foncières. On opère un peu plus de 15 000 m² de bureaux, mais le partenariat qu'on gère avec Gessina, c'est une première, parce que c'est vraiment un partenariat tripartite, Gessina, donc foncière, Neuilly Lab et Bureau à partager comme opérateur de gestion. Donc c'est la première fois qu'on opère de cette façon. Mais sinon, on a eu la chance de signer avec des propriétaires privés, des promoteurs immobiliers, et on est en cours de signature avec d'autres foncières. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était pour voir si vous étiez dans le mouvement et si vous étiez le premier dans ce mouvement. Bernard Michel. En tout cas, on a un partenariat privilégié et on constate que ça marche très très bien parce que, y compris les grandes entreprises qui nous louent des bureaux, nous demandent aujourd'hui également, en termes de services, des tiers-lieux, des espaces de coworking qui ne soient pas dans les locaux principaux. Ça permet à des salariés, ils permettent à leurs salariés de travailler de chez eux, mais aussi ils leur proposent de travailler dans des tiers-lieux moins loin de chez eux que le siège social. Bref, il y a une vraie demande, mais cette demande, elle est vraiment liée à la question de la souplesse d'utilisation.
Plus de mètres carrés, moins de mètres carrés, on loue une semaine, on loue une journée, on peut louer un mois. Justement, cette volonté de développer une offre de services mutualisée, comment ça s'organise dans les immeubles de Gecina? Est-ce que ça, c'est l'exception ou est-ce que ça va se diffuser sur l'ensemble du patrimoine? L'idée, c'est de diffuser progressivement l'idée, avec une deuxième expérience de ce type qui va être réalisée en 2016, avec 2000 mètres carrés, au centre de Paris cette fois-ci, sur la gare de Lyon. Vous savez que nous sommes propriétaires de l'une des tours Gamma, la gare de Lyon, et nous allons créer cette fois-ci en partenariat avec Paris & Co, qui est l'agence parisienne en charge du développement de l'écosystème des startups, un espace de 2000 mètres carrés, cette fois-ci dédié comme incubateur de start-up. Donc cette deuxième expérience va nous permettre également de voir comment fonctionne concrètement par rapport à nous les startups, dans des locaux qui sont des espaces, je dirais, éphémères, puisque ce sont autant comme à Neuilly ou au Gare de Lyon, vous êtes en train de le voir à l'écran, ce sont des espaces qui seront destinés un jour à être restructurés, mais en attendant cette restructuration, donc on a une durée de quelques années qui nous permet aujourd'hui d'expérimenter ces idées dans ce type de locaux. Alors bien sûr, ça suppose un bail adapté, ça suppose des conditions financières adaptées, mais pour nous, c'est un laboratoire pour comprendre comment nous devons construire notre bureau de demain, notre bureau du futur, mais aussi comment la relation avec nos clients va changer et en quoi elle exige, je dirais, une modernisation, une innovation dans notre façon aussi de gérer cette relation. Alors après, il y a quand même une étape qu'il faudra qu'on fasse. Alors je m'adresse indirectement aux salariés de Gecina, qui nous regardent d'ailleurs également en visioconférence. C'est qu'il faut qu'on expérimente ça aussi chez Gecina. Il y a déjà 2 services qui sont candidats pour le faire. Il faut accélérer ça. Il faut aussi que Gecina héberge ici des startups, parce que ce n'est pas une question technique, c'est une question d'état d'esprit, de comportement, de situation en réalité. Et cette situation, elle est déjà prise en compte par un certain nombre de nos salariés, elle n'est pas forcément prise en compte dans l'organisation de la société. Et c'est ça qui me paraît très important à faire changer. J'ai plein de questions, mais on est super en retard. Donc on va essayer d'accélérer. Sur les usages, je voudrais savoir comment une foncière comme Gecina se prépare justement à cette évolution permanente des usages. Est-ce que la question de la réversibilité des immeubles se pose aujourd'hui sur les nouveaux projets comme sur les immeubles existants? Oui, la réversibilité, nous la faisons déjà, puisque nous avons déjà transformé 2 fois du bureau dans des zones urbaines en résidence étudiante. Donc transformation de bureaux en logement. Donc on l'a fait rue Le Courbe, on l'a fait également dans le 13e arrondissement à Montsouris. Ça marche. 2, dans la conception de nos futurs immeubles, nous travaillons pour prévoir la réversibilité, c'est-à-dire faire que cet immeuble soit construit de manière à pouvoir changer d'affectation, et surtout ouverture sur la ville. C'est l'idée aussi que le leader du bureau que nous sommes, il doit aussi prendre en compte l'environnement dans lequel il va construire son bureau, la biodiversité, la végétalisation, mais aussi la mixité. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait également du logement, un centre commercial, un hôtel éventuellement, dès lors qu'on implante un bureau. Donc c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de répondre à cette demande d'organisation de la ville. Il y a une autre idée qui prospère déjà, c'est la mutualisation des services. Et ça veut dire prioritairement pour nous, et on va bientôt pouvoir annoncer quelque chose, la mutualisation des parkings au service des habitants. Les parkings dans les bureaux, bon, il y a des voitures pendant la journée, et puis le soir ils sont vides, mais il y a des résidents autour qui pourraient les utiliser. Donc c'est une offre qui va bientôt pouvoir être communiquée. Mais ça peut aller plus loin. On peut aussi partager des salles de réunion, des entreprises avec d'autres entreprises, des salles de sport, cet auditorium. Nous le partageons aujourd'hui avec l'Opéra Comique. Vous savez que l'Opéra Comique est en restructuration. Ils viennent faire leur répétition ici en ce moment. Donc, vous voyez, il y a des tas d'usages possibles quand on s'ouvre sur la société. Un mot peut-être sur l'open innovation au sein de Gecina. L'open innovation,
ça consiste finalement assez simplement à essayer de réfléchir avec d'autres parties prenantes que uniquement Gecina et ses locataires. Et ça, nous le faisons par exemple aujourd'hui ici, nous le faisons aussi avec des startups maintenant, avec Paris & Co comme je l'ai dit, avec Neuilly Nouveaux Médias, etc. Mais ça consiste surtout à interroger tous les spécialistes. Anthony Béchu est dans cette salle, on travaille étroitement avec lui. La Fédération des sociétés immobilières et foncières a compris également le sens de cette démarche et a créé une commission innovation que j'anime. La première réunion était avec Jean-Paul Viguier. C'est Jean-Paul Viguier qui nous a fait comprendre ce que c'était que la sérendipité. C'était la première fois que j'entendais ce mot, honnêtement. Hein. Après, on a tous regardé un peu dans le dictionnaire, mais on a bien compris que c'est la mise en contact d'un certain nombre de personnes qui innovent par le fait du hasard, en réalité. Et souvent, c'est Christophe Colomb qui veut aller en Inde et qui finalement découvre l'Amérique. C'est un peu se mettre dans des lieux et avec des personnes qui nous obligent à réfléchir de manière différente pour trouver une nouvelle idée. Et bien sûr, tout ça, aujourd'hui, ça conduit aujourd'hui à la réflexion qui est en cours. Et au fond, je rejoins ce que vous disiez, on est en train d'essayer de trouver autre chose, on ne sait pas encore où ça va, mais on sait que ça va très vite, parce que le moyen numérique nous permet de l'appréhender de manière très efficace. Et au fond, si on arrive avec ça, avec ces nouvelles façons de réfléchir, à améliorer notre relation client, à finalement intégrer les nouvelles concurrences, à répondre à cette complexité, parce que c'est pas simple non plus. C'est pas, je dirais, c'est totalement nouveau dans les organisations classiques de nos sociétés. Donc il faut, mais si on arrive avec ça également à construire dans une ville qui soit meilleure, qui soit plus heureuse, plus fluide, etc., je crois qu'on aura répondu à la fois bien sûr aux enjeux de l'entreprise, mais également aux enjeux de la société. Réinventer Paris, par exemple, c'était ma dernière question. A été pour nous, je dirais, un booster, hein, parce que on a essayé de mettre. Alors, on a été retenu au second tour sur le projet qui est à la Porte Maillot, Pershing, au-dessus du périphérique, mais on a essayé, avec des sociologues, des architectes, etc., de mettre en œuvre là tout ce que nous avons commencé à comprendre de l'évolution de la société et des changements qui sont en cours. Et au fond, même cette initiative, Réinventer Paris, est une initiative très très importante. Il y a eu 360 dossiers, 372 dossiers qui ont été déposés. Donc des gens qui cherchent à innover, qui cherchent à apporter quelque chose au niveau des projets urbains. Il y a des tas d'initiatives. Il y a un trophée du CIMI sur les nouveaux usages qui a été parrainé par Gecina. Il y a des équipes pluridisciplinaires qui travaillent. Tout ça, c'est une nouvelle vision du monde, et pour nous, c'est une nouvelle vision du bureau de demain, et pour tout le monde, y compris pour notre entreprise, c'est une nouvelle vision de la façon de travailler. Bon, c'est un sujet passionnant et qu'il est difficile de réduire en 1h30. Je voudrais juste avoir en 2 minutes Violaine Pénicaud pour voir un peu justement sur cette vision de l'immeuble de bureau de demain. Comment vous l'abordez, comment vous vous préparez notamment à s'ouvrir sur la ville, à avoir de nouveaux usages, à intégrer du coworking avec peut-être la phase 2 de votre projet de réaménagement en 2 minutes. Oui, tout à fait. En fait, donc on continue. On va peut-être passer rapidement sur des slides complémentaires pour illustrer la dernière partie. Je voulais dire, donc on a parlé beaucoup des espaces qui sont pour les employés, donc du classique. L'important également, c'est qu'on a un espace qui est dédié à nos partenaires, à nos clients, et on s'est vite rendu compte, ce que l'on travaille avec nos clients, c'est l'innovation. Ça n'allait pas sans travailler avec des startups. Aujourd'hui, notamment quand on est dans le monde digital, c'est fondamental de pouvoir s'enrichir. C'est vraiment un enrichissement pour des deux côtés. Et donc, on a un espace startup. On a lancé un programme spécifique. On a 7 startups qui ont été sélectionnées, qui sont accompagnées par des équipes. On peut passer au slide suivant. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que ça en est. C'est vraiment un espace qui est très ouvert. C'est intégré dans l'espace pour les clients et partenaires. Et juste, on s'est rendu compte que ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Le programme a commencé il y a 1 an. On voulait suivre 7 startups. On s'est déjà rendu compte qu'il faut aller plus vite. Il y a des demandes en interne. Alors, il y a des programmes qui vont se lancer qui sont du Bring Your Own Startup. C'est qu'on a des employés qui
dans les plus jeunes, c'est je travaille avec des amis qui ont lancé leur start-up, ça me semble super pertinent dans tel ou tel cadre, amenez-les, adopter une start-up. Donc on va voir rapidement qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous, c'est prévoir un lieu d'accueil. Il y en a déjà un qui avait été réservé, mais on se dit qu'il faut le mettre dans. Donc c'est une identité forte. Donc on a ce We Love Startup. Un lien, c'est totalement lié, c'est en continuité avec l'espace pour les clients et les partenaires, et c'est une volonté forte de flexibilité. Donc là, ce que l'on voit dans une vue sur le dessus, des salles, mais de différentes natures. Donc là, c'est une grande salle de réunion, on a besoin de se faire des réunions internes. Et puis, d'autre part, on peut peut-être avancer, slide suivant, des espaces qui doivent s'ouvrir. Donc là, en fait, cette grande salle de réunion, l'objectif, c'est qu'elle puisse s'ouvrir, permettant de créer un espace un peu plus de partage, de mini-amphi. On a quelques gradins, donc on va le voir avec une autre vue, si on avance. Voilà, sur la droite, hein, vous voyez, donc c'est prévoir quelques gradins pour travailler un peu différemment, un peu le style aussi amphi dans les facultés. Capacité à ouvrir la paroi de cette salle de réunion pour en faire un espace où on peut partager, donc une mini-conférence, mais également ensuite de façon plus informelle, on peut passer encore sur une autre vue de ce que ça va donner. Donc ça, c'est à l'intérieur de la salle de réunion. Donc là, on la voit avec on n'a rien inventé, on est dans des salles de réunion très classiques. De toute évidence, pour avoir discuté un peu sur ce concept, on ne restera pas sur un mobilier qui est aussi classique. On a besoin de quelque chose de plus flexible. Ça, c'était... Pourquoi pas? Mais à l'intérieur, ce sera différent. J'ai vu des très beaux canapés chez BAP. Exact, oui, ça m'a beaucoup plu aussi. Ils sont sympas. Je suis sensible aux couleurs. Voilà, donc on peut passer, savoir que c'est vraiment cette continuité, donc cette identité avec une couleur forte, un espace pour l'université, donc c'est là où on reçoit nos clients, mais ce lien avec les startups qui est fondamental, c'est de plus en plus, on se rend compte, et ça va très vite, on les intègre dans nos processus et dans les relations qu'on a entre nous et avec nos clients. Merci beaucoup. Avant de rappeler Bruno Marsloff, je ne résiste pas à poser 2 questions live qui arrivent en tête. Il y en a une très directement pour Bernard Michel. Où en est Jessina sur le télétravail? Ça prouve que vous êtes suivi par le personnel. Hein, et... Alors, nous sommes à l'aube de cette révolution. Comprenez pourquoi il est président? J'ai une deuxième question. Quelles peuvent être les conséquences de ces nouveaux modes de travail sur la morphologie des immeubles de bureaux? Là, je me demande si je ne vais pas faire réagir des architectes qui sont au premier rang. Mais bon, j'ose pas. Anthony Béchu, peut-être. Sur tous les sujets sur lesquels on est en train de travailler, aujourd'hui, on est complètement en train de changer de société. On est en train de quitter un monde cartésien et on rentre dans un monde fractal. Ce monde fractal, il permet de mettre en scène le partage, la mutualisation, l'échange, l'innovation et la communication, qui vont être les maîtres mots de l'économie et des lieux de travail. Et donc, quand on fait un éco-campus, par exemple, d'entreprise, où il peut y avoir plusieurs entreprises ou une grande entreprise, on visualise les partenariats que cette entreprise peut avoir les week-ends, par exemple, avec l'environnement et la ville qui est autour. C'est-à-dire que les salles de sport, les restaurants vont pouvoir être au service des villes qui sont autour. C'est vrai pour les tours. C'est une partie intégrée dans tous les bureaux, puisque cette manière de penser, cette manière de créer aujourd'hui, va permettre aussi aux entreprises d'avoir des nouveaux chemins de rencontres et de découvertes et d'inventions à l'intérieur des entreprises. Et donc, tout ce bouleversement, quand on voit le Nouma, j'y vais de temps en temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a les grandes entreprises qui envoient leurs services à l'extérieur, non pas pour pouvoir avoir un endroit, mais parce qu'ils peuvent discuter calmement, gentiment, sans pression de tout ce qui est autour et sans heurter les habitudes de l'entreprise. Donc on est dans une mutation où ces espaces de coworking, en réalité, ils ont une dimension encore supérieure, c'est qu'ils permettent à l'entreprise de se transformer dans ce monde de demain. Et donc petit à petit, ils vont être intégrés à l'intérieur de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ils sont obligatoirement à côté, parce que pour pouvoir faire cette transition, il faut vraiment avoir ces lieux-là. Bernard. Oui, et effectivement,
C'est très important ça aussi. C'est ce qu'on appelle les Fab Labs, qui s'organisent dans le monde entier. Et il se trouve que dans un autre environnement que Gessina, j'ai créé un Fab Lab. Ce qui est important dans le Fab Lab, c'est que ça met à disposition des chercheurs locaux des dispositifs techniques, imprimantes 3D, etc. Mais surtout un réseau mondial de chercheurs qui intègrent ces Fab Labs partout. Et donc, il y a une grosse différence entre les façons de travailler classiques. C'est des process connus, rédigés, qu'on applique de manière industrielle. Bon, c'est une certaine forme d'organisation du travail. Mais cette nouvelle organisation du travail, c'est mettre en relation, en réseau, de manière totalement horizontale, des gens qui créent et qui innovent. Et ça, je veux dire, c'est totalement révolutionnaire. Et ça marche, quoi. Je veux dire, c'est pas, je dirais, une illusion. Ça marche, ça donne des résultats aujourd'hui. Une autre question peut-être pour Bernard Michel, je vois qu'il y a des experts immobiliers dans la salle. Un bail flexible a-t-il un impact sur la valorisation de l'immeuble ? Ça pourra bien sûr avoir un impact. Ceci dit, l'idée quand même, c'est d'arriver, au travers de cette flexibilité, à rentabiliser l'investissement aussi. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires qui savent gérer cette complexité-là et qui savent remplir un immeuble avec des baux précaires, des baux très courts, qui savent gérer la relation avec ce type de clients. On a parlé, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de WeWork. WeWork, c'est aujourd'hui déjà un leader mondial dans ces domaines-là. Je veux dire, il loue les plus beaux immeubles avec des loyers tout à fait normaux, dans les meilleures localisations des grandes villes dans le monde. Et ce qui vend à ses locataires, à ses clients, c'est bien sûr la façon de travailler dans ces bureaux, mais ça, on commence à comprendre à peu près comment on peut organiser et on évolue pour y arriver, mais aussi le réseau de ces entreprises locataires qui l'interconnectent dans le monde entier. Et ça, on ne sait pas forcément le faire. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires. Et WeWork, il nous a expliqué qu'au fond, la différence, c'est qu'il sélectionne les entreprises locataires dans le monde entier de manière à ce qu'elles soient toutes des entreprises innovantes et capables de travailler en réseau avec les autres locataires dans le monde entier, à Boston, à Paris, bientôt, je pense, et dans des grandes villes du monde. Et en attendant WeWork, est-ce que c'est pas Starbucks le premier bureau de France ? Bien sûr, bien sûr. Quelle que soit la qualité du café. Mais bien entendu. La facilité, c'est qu'on transporte ces informations là-dedans maintenant. C'est qu'on communique avec ça, c'est qu'on fait des films, on peut le faire n'importe où. Et effectivement, ça pose une question, c'est la mise en place de toute la logistique Wi-Fi qui peut encore être améliorée fortement, y compris en France, même si on a une certaine avance dans les grandes villes, de manière à fournir ce service aux citoyens et à ceux qui travaillent dans les entreprises, ce qui leur donnera plus de liberté et d'agilité. C'est toujours la même question. La différence, c'est ça. Et l'innovation, bien sûr, qui résulte de cette liberté, de cette agilité de comportement. Peut-être des questions avant la conclusion de Bruno Marsloff, parce que on peut avoir des questions directes, pas que par ce petit objet. J'ai compris, il les pose à travers ça maintenant. C'est pas mal ça. Oui, mais alors, les questions, là, vous en avez recueilli un certain nombre. J'en ai une tonne, vous imaginez même pas. Je vois un volontaire. Yves Diolsin. Je crois que c'est lui qui avait posé la question sur le télétravail, il me semble, non ? Yves est celui qui nous stimule aussi en permanence. C'est lui qui nous a fait faire des grands progrès dans des domaines comme la biodiversité, le label OL maintenant, etc. Enfin, c'est pas pour rien. La question, c'est pas pour rien qu'on est numéro 1 dans ces domaines-là, parmi les foncières. Bon, merci Bernard, mais c'est pas une grande séance d'autosatisfaction, une conférence Gessina. Alors, un mot justement pour peut-être se décoiffer à plus long terme. Jérémy Rifkin ou Pierre Giorgini, qui ne partage pas grand-chose avec Jérémy Rifkin et qui est président, recteur de l'Université catholique de Lille, partagent une chose qui est, à 30 ans, plus de salariés et probablement plus de col blanc. Et donc, est-ce que dans ce discours qu'on peut avoir sur les espaces de coworking, on ne fait pas une omission pudique sur
la disparition des back-office. Très intéressant. Nathanaël. On était à Lille, justement, sur une étape du Tour de France du télétravail des tiers-lieux il y a une semaine. Et justement, on a parlé avec les entrepreneurs de l'avenir du salariat, qui en France reste encore très marqué par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, 40% de la population active est déjà non salariée, donc soit en portage, soit indépendante. Deux choses. C'est que très clairement, la montée de l'entrepreneuriat individuel, que l'on voit exploser, donc les coworking en sont la vitrine la plus forte, ne peut aller qu'en progressant. Et aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus d'entreprises ont recours à des entrepreneurs individuels, pas simplement pour de la flexibilité, mais simplement parce qu'elles vont chercher des expertises très particulières qu'elles n'ont pas l'occasion de pouvoir salarier tout le temps. Donc ça, c'est le premier point. Et les coworking, finalement, c'est cette vitrine qui nous le montre. Après, sur l'évolution des cols blancs et du middle management, ça, c'est des choses que nous, on voit déjà quand on pose les questions du télétravail en entreprise. Quand on accompagne les entreprises sur la question du télétravail, des nouveaux modes de management, on voit bien qu'aujourd'hui, du fait de la digitalisation, du fait du recours à des compétences externes, il y a des questions qui se posent sur les strates hiérarchiques et sur les modes de management, et que très clairement, il y a une partie middle management, il y a une partie de tout ce qui fait aujourd'hui des fonctions, on va dire, support ou intermédiaire, qui forcément, nécessairement, va soit disparaître, soit muter. Donc on voit que déjà la notion de manager est en train de se transformer pour devenir plus leader ou coéquipier, etc. Mais il y a aussi évidemment des strates hiérarchiques qui doivent sauter. Et donc ça, il faut l'accompagner dans l'entreprise. Et bien souvent, quand on met en place des nouveaux modes d'organisation, donc ce que Jessina se prépare à faire, la question, c'est justement ça, c'est de se dire, on n'est pas sur la question de travailler à distance, etc. C'est comment on va faire évoluer le management pour justement s'adapter à ces nouveaux modes d'organisation et aussi préparer les personnes au digital, au numérique et donc au fait qu'il y a des postes, des métiers qui vont disparaître ou se transformer. Une autre question. J'en ai une dernière. Juste avant Bruno Marsloff, j'en ai une dernière et je vais demander à Bruno de nous rejoindre. Et elle est pour Oracle. L'accueil des managers d'Oracle par rapport à cette agilité spatiale que vous avez mise en œuvre aujourd'hui dans vos locaux. On a vu l'accueil des salariés, maintenant si on renverse l'accueil des managers. Oui, managers. En fait, j'ai oublié de préciser une chose malgré tout, c'est ce côté un petit peu grégaire quand même, se retrouver dans un endroit plus qu'un autre, que ce ne soit pas totalement anonymisé, c'est qu'on a des managers qui sont les seuls à avoir un bureau fixe, ce qui permet d'avoir des pôles où on a des groupes qui peuvent se retrouver à côté de leur manager. Donc eux ont un bureau qui est attitré. Maintenant, ces bureaux, c'est les mêmes pour tous. On leur demande de la même façon de ne pas le personnaliser, puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire évoluer en fonction d'une année sur l'autre. On fait évoluer les équipes, et ben, un bureau de manager peut devenir 2 bureaux de salariés normaux. On les fait bouger de toute façon très très facile. Voilà. Mais les managers restent quand même le pilier, le pôle d'activité d'une équipe. Merci beaucoup. Bruno, je vous ai vu prendre plein de notes. Vos réflexions en conclusion. Alors, quelques éléments de ce rapport d'étonnement, donc autour de 6 points. La notion de flexibilité, évidemment, elle a été omniprésente et je vais la commenter très rapidement. Il y a une notion qui est apparue dans vos derniers propos autour de WeWork, qui renvoie à une autre notion qui est celle de l'intégration. Je vais en parler parce qu'ils ont aussi un projet qui est commencé à s'installer, qui est WeLive, qui est extrêmement étonnant. La notion d'escale, parce qu'elle est consubstantielle à cette nouvelle organisation. La notion de communauté, elle a été extrêmement présente. La notion de confiance, sans laquelle, à mon avis, l'ensemble de ces dispositifs ne pourront pas fonctionner. Et en fait, la mutation servicielle pour conclure. Je ne serai pas très long.
Sur la notion de flexibilité, moi je l'avais beaucoup introduit, je l'ai entendu beaucoup dans les propos des uns et des autres, jusqu'à cette notion de flexibilité juridique, transactionnelle, les baux flexibles. Et là, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui pose question. On est dans cette, je dirais presque, on est presque dans du liquide, on est dans du fluide en tout cas. Et ça me renvoie, on a parlé du NUMA, et j'ai assisté à une conférence cette semaine au NUMA où il y avait la directrice générale du NUMA. Et alors en effet, on a rappelé, Mathieu a rappelé que c'est l'acteur historique des tiers-lieux. Et donc ils ont aujourd'hui un immeuble rue du Caire qui est extrêmement intéressant et qui est un vrai laboratoire. Et elle a développé un concept que je trouve extrêmement intéressant, qui est celle de la non-finitude des espaces. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Et c'est d'autant plus intéressant que le NUMA a servi de modèle à un certain nombre de lieux, à Rennes, à Montpellier, à Nantes, etc., qu'aujourd'hui, leur ingénierie est demandée pour exporter ça à Rabat, pour exporter ça à Moscou. Et cette approche en perpétuel inachèvement est une notion très étrange, mais qu'il va falloir progressivement intégrer. La notion d'intégration, vous avez parlé des services, on va y revenir. Je pense qu'il est en train de se passer des choses extrêmement impressionnantes du côté des conciergeries, avec tous les services qui pourront se prodiguer. Jusqu'où est-ce que ça ira ? WeWork, qui sont en effet les leaders mondiaux du coworking, est en train de réfléchir à WeLive, où il n'y a plus de frontières entre l'espace de l'habité et l'espace du travailler. C'est quand même assez... on reste assez perplexe devant ces évolutions, mais il faut vraiment les avoir en tête. Jusqu'où est-ce que ça va aller ? La notion d'escale, elle est intéressante parce qu'à la fois, on l'a dans cette capacité du travailleur à atterrir sur des points très, très éparpillés dans l'espace, et en même temps, on l'a retrouvée, madame, dans vos propos sur Oracle, à l'intérieur même des espaces. Il y a ce que vous appelez les touchdowns, je crois, qui donc, je me pose, là, c'est une petite escale fortuite, mais donc cette notion d'escale, elle me paraît assez intéressante. La notion de communauté, on ne fera pas sans cette notion de communauté. C'est autour de la notion de communauté qu'est née la notion de coworking, qui est l'ancêtre de ces nouveaux espaces qui sont en réflexion. Cette notion de communauté, on l'a entendu dans des mots, on l'a entendu dans le cowork, dans le team space. C'est la rencontre, c'est l'échange, et l'entreprise reste d'abord et avant tout un espace de communauté. La mutation servicielle, pour terminer, elle me paraît fondamentale. Encore une fois, j'ai rappelé que de nombreux secteurs sont en train de vivre cette mutation. La voiture, par exemple, on voit bien comment l'industrie se déplace progressivement d'une notion d'objet, d'une notion d'infrastructure à une notion servicielle. Nous, chez Chronos, on a énoncé il y a déjà maintenant 10 ans la notion de voiture servicielle. Elle commence à être une vraie réalité. Elle le devient aussi dans le domaine de l'immobilier. Et puis peut-être pour terminer, en rebondissant sur vos propos de laboratoire, je pense qu'on a vraiment besoin de ces laboratoires pour tenter de préfigurer ce que seront ces nouveaux espaces de demain dans les différentes échelles, à la fois dans l'échelle de l'espace, et on a dit les limites de l'open space, dans l'échelle du territoire d'une entreprise, dans l'échelle d'un bâtiment, dans l'échelle d'un quartier, voire encore plus loin. Là, nous travaillons avec le plateau de Saclay, qui nous a donné une mission de réflexion prospective sur ville et travail. Finalement, l'aménagement du plateau de Saclay, en quoi est-ce que ça va être tributaire des évolutions prospectives du travail ? Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à Audrey Tranchandon qui a vraiment tout fait en fait. C'est elle qui a vraiment bossé. On a dépassé que de 8 minutes, ce qui est pas mal puisqu'on avait pris un petit quart d'heure parisien. En tout cas, c'est un sujet inépuisable et il y a une tonne de questions encore auxquelles j'ai pas pu poser et que vous n'avez pas pu répondre. Merci à tous.